Marion Maréchal va s'installer. Marion Maréchal, députée européenne, présidente d'Identité Liberté. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Tout le monde veut savoir. Beaucoup de sujets à aborder avec vous. Le débat politique lié au rapport sur les frères musulmans, la situation internationale, une forme d'apathie, voire de silence de votre famille politique sur ce qui se passe à Gaza. Quelques questions politiques aussi sur votre place, non pas au sein du Rassemblement national, puisque vous en êtes une alliée, mais du moins dans cet écosystème. Mais d'abord, ce qui s'est donc joué il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale, cette motion de rejet qui a été adoptée, qui signifie en réalité que cette proposition de loi Duplon devrait in fine passer. Proposition de loi qui autorise la réintroduction d'un pesticide issu de la famille des néonicotinoïdes, l'acétamipride. Vous soutenez ce texte, vous vous félicitez de cette motion de rejet, quand bien même des problèmes de santé publique auraient été soulevés par un certain nombre de chercheurs? Alors, je me félicite en effet que ce texte soit sauvé, puisque jusqu'ici, il était empêché, si je peux dire, par l'obstruction parlementaire organisée par les écologistes et les LFI. Et donc, à ce titre, il permet de tenir l'une des promesses qui avait été faite aux agriculteurs à la suite de leur mobilisation historique il y a quelques mois de cela. J'étais d'ailleurs avec eux samedi dernier et ils me disaient que jusqu'ici, rien n'avait changé, donc ça devient urgent. La question est de poser les bonnes questions. Nous avons aujourd'hui, en effet, dans ce texte, la possibilité de réintroduire un terme compliqué, le néonicotinoïde, qui est aujourd'hui interdit en France, non pas interdit dans les autres pays de l'Union européenne, puisque autorisé jusqu'en 2033. Tout à fait, le temps notamment d'essayer de trouver une solution, puisque le problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas d'alternative. Et la conséquence de cela, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative, mais en l'état, ce pesticide est interdit. Deux filières. Donc c'est un retour en arrière. Oui, tout à fait, c'est un retour en arrière, parce que nous avons aujourd'hui deux filières françaises qui sont en train de mourir du fait de cette interdiction. La filière de la betterave, dont la taux de culture s'est effondré de près de 50% depuis l'interdiction, et la filière de la noisette. Aujourd'hui, sachez qu'il y a à peu près 12% de la consommation de la noisette en France qui vient de la noisette française. Tout le reste, pour l'essentiel, vient de Turquie, avec des produits d'ailleurs qui sont utilisés et qui sont bien plus dangereux aujourd'hui que ce fameux pesticide, et d'autres produits qui sont pour le coup totalement interdits au sein de l'Union européenne. Donc c'est une question de cohérence, de souveraineté alimentaire, de justice également. Une fois de plus, je ne vois pas pourquoi la France se distingue à ce point des autres pays et des autres nations européennes. Il me semble que les autres nations européennes, elles aussi, ont le souci de la santé publique de leur population, et que si elles ont trouvé ce compromis de 2033, c'est bien que finalement, c'était la meilleure des choses à faire. Sauf que Marion Maréchal, il y a des arguments en termes de santé publique qui sont évoqués. Je vais vous citer une phrase qui date de 2023, que j'abordais juste avant dans le débat qui vous a précédé. Christian Huyghe, à l'époque, qui est directeur scientifique de l'INRAE, qui déclare au Sénat que l'acétamipride, donc ce pesticide réautorisé, qui va être réautorisé si cette proposition de loi est votée, qui dit, je cite, c'est en quelque sorte le chlordécone de l'Hexagone. Je rappelle que le chlordécone est un insecticide qui était utilisé aux Antilles, reconnu depuis comme toxique à l'origine d'un scandale sanitaire. Est-ce que le principe de précaution, auquel normalement on est attaché en France, n'est pas de dire, tant qu'on n'a pas la certitude que ce pesticide n'est pas dangereux pour les abeilles, pour les hommes, une fois de plus, il faut rester sur cette position qui est en l'état. Ce pesticide est interdit. Une fois de plus, je veux bien que la France soit toujours plus responsable et plus intelligente que toutes les autres nations européennes. Il se trouve que toutes les autres nations européennes... Vous qui êtes nationaliste, Marion Maréchal, c'est assez singulier de vous entendre prendre exemple sur les autres pays. Qui quand même apporte un consensus scientifique. Manifestement, toutes les autres ont conclu qu'il y avait une justification à pouvoir poursuivre l'utilisation très raisonnée. Parce que ce qu'on oublie souvent de dire derrière les caricatures, les outrances et l'agribashing, c'est que la manière dont nous utilisons aujourd'hui les pesticides en France est une façon qui est une manière très localisée, au compte-gouttes, très contrôlée. Quand un scientifique dit le chlordécone de l'Hexagone, vous ne le croyez pas. Et donc la conséquence de cela, on va aller au bout de votre raisonnement. Si nous faisons du zèle comme nous le faisons aujourd'hui, si nous faisons des interdictions sans solution, ce qui est le cas de la France sur un certain nombre de cas, et que nous allons donc jusqu'au bout, c'est-à-dire nous allons tuer notre filière de la betterave qui permet de produire le sucre, et nous allons tuer notre filière de la noisette. Allons-nous pour autant arrêter de consommer du sucre et de la noisette? Non. Et donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons importer massivement des noisettes qui ne viennent pas seulement évidemment d'Europe, mais qui viennent aussi de dehors, de l'extérieur de l'Europe, comme c'est le cas avec la Turquie et la noisette, comme je vous en ai parlé, avec pour conséquence en réalité de consommer des produits qui sont beaucoup plus toxiques, parce que traités non seulement avec des produits interdits au sein de l'Union européenne, mais avec des méthodes qui sont même proscrites et des quantités qui sont même proscrites en Europe. Donc moi j'ai un appel simplement à une fois de plus, la cohérence. D'ailleurs dans ce texte il n'y a pas seulement ce sujet, il y a le sujet du stockage de l'eau par exemple, où là encore on parle toute la journée de s'adapter au dérèglement climatique, et voilà une manière finalement
eh bien de répondre, si je puis dire, au fait que nous soyons dans le cadre de la nouvelle, de le nouvel état environnemental, confronté parfois à trop d'eau et parfois à pas assez. Nous donnons une solution à nos agriculteurs pour leur permettre de s'adapter. Donc ça me paraît quand même être une bonne manière d'appréhender les choses. Satisfecit aux familles politiques qui ont voté cette motion de rejet, dont le gouvernement, la droite et le Rassemblement national. Il y a la colère agricole, Marion Maréchal, et puis il y a celle des taxis qui maintiennent leur mobilisation malgré les promesses d'ouverture de François Bayrou. Je rappelle, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément les tenants et les aboutissants de cette contestation, que les taxis refusent la réforme de la tarification du transport de patients. L'objectif du gouvernement étant de faire 150 millions d'euros d'économies sur plus de 6 milliards d'euros de dépenses pour le transport sanitaire, dont la moitié, un peu plus de 3 milliards d'euros, pour les taxis conventionnés. 150 millions d'euros sur un peu plus de 3 milliards. C'est un effort raisonnable qui est demandé aux chauffeurs de taxi. Non mais là, je vais vous le dire très franchement, toute l'amitié que j'ai là pour la profession évidemment des taxis, en l'occurrence, cette réforme n'est pas illégitime parce qu'il y a de fait une véritable dérive, c'est vrai aujourd'hui, dans les dépenses de transport de personnes. Vous l'avez dit, 6 milliards, dont 3 milliards pour le transport en taxi et une augmentation spectaculaire sur les dernières années de plus de 40% si je ne m'abuse. Maintenant, là où je comprends, on va dire, la colère et parfois même le désespoir des taxis, c'est que c'est une profession qui est une profession d'indépendants, qui croule sous les taxes et les charges, dont près de la moitié de leur rémunération aujourd'hui leur est directement prélevée, avec souvent, ça a été rappelé sur votre plateau, des prêts qui ont été contractés pour acheter les licences. Donc c'est vraiment une profession en souffrance. Mais c'est intéressant, vous dites que cette réforme n'est pas illégitime, puisqu'on a entendu, notamment au sein des Républicains, voilà, je me souviens d'avoir entendu Laurent Wauquiez soutenir absolument les taxis. Vous dites non, si on est cohérent et si on veut faire des économies, on ne peut pas, dès qu'il y a une réforme qui est proposée, dire qu'il ne faut pas la faire. Les Républicains ne sont pas toujours très courageux. Voilà, je ne vais pas vous dire que c'est très agréable de devoir le dire, mais c'est une réalité. Et une fois de plus, si on veut dans ce pays baisser notamment les charges sur le travail, sur les salaires, il faut dans ce cas-là réduire les dépenses sociales et les dépenses de santé en font partie. Et donc oui, de ce point de vue-là, il faut être en effet cohérent. Mais une fois de plus, ce n'est pas pour autant que je n'entends pas finalement la colère de ces taxis qui voient cela comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est vrai qu'il aurait été plus cohérent, plutôt une fois de plus que de faire cette réduction en premier, de commencer peut-être par s'attaquer aux charges qui pèsent aujourd'hui très lourdement. Mais donc, pour être très clair, vous soutenez l'initiative du gouvernement sur cette réforme? Oui, de ce point de vue-là, je considère qu'il est en effet légitime de devoir raisonner cette dépense qui nous file entre les doigts et qui s'élève, vous l'avez rappelé, à près de 6 milliards d'euros aujourd'hui chaque année. Simplement, quand on voit, Marion Maréchal, les difficultés qu'a François Bayrou à faire 150 millions d'euros d'économies, là où son Himalaya s'élève, pour reprendre son expression, à 40 milliards d'euros lors du prochain budget. Il va réussir à les faire, ces 40 milliards d'euros d'économies? C'est sûr qu'il y a un problème de légitimité politique. De fait, à partir du moment où il n'y a pas de majorité claire et qu'il y a encore, disons-le aussi, une incapacité de la plupart des groupes politiques, je pense notamment aux Républicains, mais je pense aussi au groupe des macronistes, qui sont incapables finalement de trouver des compromis et s'interdisent même par principe de faire de construire des majorités avec le Rassemblement national, qui est quand même aujourd'hui un groupe absolument incontournable à l'Assemblée. Oui, c'est vrai qu'on se pose la question de savoir comment il va y parvenir, c'est évident. Donc, est-ce que finalement on échappera à une dissolution? Je n'en suis pas sûre. Et peut-être est-elle la bienvenue, étant donné qu'aujourd'hui nous sommes dans une forme d'impasse politique et que chaque jour qui passe s'aggrave pour notre nation. Pardonnez-moi, Marion Maréchal, je refais une petite insiste sur sur les taxis. Vous ne dites pas la même chose que le Rassemblement national, qui eux, ça m'arrive. Sébastien Chenu, qui dit qu'il soutient la France qui travaille et qu'il soutient la fronde des taxis. Mais il ne s'agit pas de pas défendre la France qui travaille, évidemment. Non, mais c'est juste, c'est intéressant de souligner le désaccord qu'il y a. Ça m'arrive, voilà. C'est vrai que j'ai en l'occurrence le souhait ardent de réduire les dépenses sociales dans notre pays. Vous savez, il y a deux gros blocs. Plus que le Rassemblement national. Il y a deux gros blocs dans ces dépenses sociales. Il y a en effet les dépenses de santé et il y a le sujet des retraites. Et pourquoi je souhaite ardemment les réduire? Précisément pour avoir comme objectif de défendre cette France du travail et donc de baisser les charges, notamment les cotisations salariales et patronales sur les salaires, qui me semble pour moi le meilleur moyen et le plus sain surtout de rendre du pouvoir d'achat aux Français. Donc oui, évidemment. Donc vous assumez un désaccord avec le Rassemblement national sur ce point-là. C'est évidemment pas très agréable quand on commence à dire qu'on va dépenser moins dans un domaine ou dans l'autre, mais ça me semble avoir pour objectif final quelque chose de très sain et de très positif. Marion Maréchal, je voudrais qu'on parle des suites du débat politique lié au rapport sur les frères musulmans. Bruno Retailleau qui explique, d'ailleurs contrairement à ce qu'il dit dans le rapport,
que l'objectif des frères musulmans est d'imposer la charia. Gabriel Attal qui souhaite interdire le voile pour les filles de moins de 15 ans. Vous qui n'arrêtez pas de dénoncer le laxisme, qui pendant votre campagne des européennes dénonciez l'islamo-droitisme, hein, qui était un néologisme que vous aviez inventé. Bon bah là vous êtes plutôt contredite, non? Visiblement ils ne sont pas très éloignés des constats et du discours qui Alors a déjà, l'autre. je reviens sur ce rapport, hein, bon, qui est bienvenu puisqu'il permet en effet de lancer le débat sur la place publique et peut-être de faire prendre conscience à un certain nombre d'élus, de responsables politiques ou de commentateurs de la gravité de la situation. Moi, je n'ai pas appris grand-chose, hein, je ne vais pas vous mentir, pour quiconque s'intéresse au sujet depuis longtemps, il n'y avait rien qu'on ne puisse trouver par soi-même, hein, y compris de manière publique en creusant un peu, notamment par exemple sur le fameux IESH, cette école des frères musulmans qui se trouve en Bourgogne, dont j'ai demandé l'interdiction déjà depuis de nombreux mois et qui me poursuit d'ailleurs en justice aujourd'hui pour cela. J'ai été, je dois le dire, quand même assez étonnée par les recommandations de ce rapport. Ah bon? Il y en a 3. Voilà. 3 qui se résument, pour faire simple, au développement de l'apprentissage de la langue arabe à l'école publique, à la reconnaissance de l'État palestinien et au fait qu'il puisse y avoir des carrés musulmans dans l'ensemble des cimetières de France. Par ailleurs, pardonnez-moi, Mme Maréchal, pour avoir lu attentivement également ce rapport, ces préconisations, ils sont bien. Elles s'inscrivent dans un tableau général qui vise aussi à prendre toute une série de mesures pour éviter l'entrisme, pour fermer le cas échéant des établissements scolaires. Ce sont les 3 seules recommandations qui sont présentées comme des recommandations à l'issue du rapport. Marie Maréchal, les décisions du gouvernement n'ont pas encore été prises. Excusez-moi, je trouve que ça révèle quelque chose, si vous voulez, de l'état de soumission mentale quand même de ceux qui ont pu rédiger ce rapport. Pourquoi parfois de l'administration et des politiques, parce que ce que ça... Sur l'apprentissage de la langue de l'arabe, vous préférez que ce soit dans des écoles... ce que ça insinue... Que ce soit l'islam des caves plutôt que dans des établissements Qu'est-ce que ça insinue agréés? On a un rapport de 90 pages qui nous explique qu'il existe en France et en Europe d'ailleurs une confrérie islamiste secrète qui a pour objectif la conquête islamique de l'Europe. Voilà, rien que ça. Et finalement, ce qui est insinué à travers ces 3 recommandations, c'est que ce serait presque de notre faute. C'est parce qu'on est une société qui n'est pas assez ouverte, pas assez inclusive, qui donne pas assez de place à l'islam. Et donc oui, je suis désolée, ça révèle pour moi un état de soumission mentale que je déplore. Et donc face à cela, quoi faire? Non, mais attendez, juste un point très précis, puisque vous le citiez, faciliter l'apprentissage de l'arabe. Là encore, dire qu'il vaut mieux que ce soit fait avec des professeurs dont on connaît le profil plutôt que dans des structures qui peuvent être nébuleuses. Mais excusez-moi, parce que vous croyez qu'on va développer l'apprentissage de l'arabe, ce que nous faisons déjà très largement dans l'école publique, ça empêchera les enfants d'aller dans des écoles coraniques? Non, évidemment non. La réalité aujourd'hui, c'est la maîtrise du français, avant et toute chose. Donc oui, je suis en désaccord évidemment avec cela. Je ne vois pas bien le lien qu'il y a entre les deux. On peut faire en sorte que la maîtrise du français soit meilleure sans avoir des dépositions sur la maîtrise de l'arabe. Absolument pas, évidemment, ces élèves d'aller dans ces écoles. Maintenant, oui, il y a des réponses à apporter. Je crois que des réponses plus vives et plus fermes que ce que j'ai pu entendre jusqu'ici. Moi, je défends d'ailleurs l'interdiction de cette idéologie des frères musulmans sur le modèle de ce qui peut se pratiquer aujourd'hui en Autriche. Bruno Retailleau dit c'est pas possible. Eh bien, d'accord, je vais vous répondre très concrètement. Je vais vous donner un exemple. À l'heure où je vous parle, il y a par exemple la possibilité sur le site de la FNAC, pardon de les citer, d'acheter des ouvrages de manière totalement directe. En l'occurrence, 2 ouvrages auxquels je pense. L'un des ouvrages d'Annie Ramadan, qui est le petit-fils du fondateur des frères musulmans et qui explique, entre autres choses, sur la place des femmes dans l'islam, que la lapidation est une forme non seulement de dissuasion, mais aussi de purification. Et on retrouve également un ouvrage de Youssef Al-Qaradawi, qui est le guide spirituel des frères musulmans, ce fameux homme qui a dit, entre autres choses, avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons, et avec nos lois islamiques, nous vous dominerons. Voilà un exemple très concret qui aurait pour conséquence, si l'idéologie des frères musulmans était interdite... Il faut interdire et empêcher que ces livres puissent être vendus. Exactement, vous avez mis le doigt dessus, c'est-à-dire que ça permettrait l'interdiction de la détention, de la publicité, de la diffusion, de toutes les œuvres, de tous les symboles qui sont rattachés à cette idéologie des frères musulmans. L'interdiction, évidemment, de pouvoir recevoir ces prédicateurs. Et d'ailleurs, l'Autriche, à la suite de cette interdiction, notamment en 2018, a permis d'expulser pas moins de 60 imams qui étaient considérés comme proches de cette idéologie. Est-ce que l'islam est compatible avec la République ? Tous les préceptes de l'islam ne sont pas compatibles avec la République. Est-ce que l'islam, la religion musulmane est compatible avec la République? La charia ne l'est pas, c'est évident. D'ailleurs, la charia, excusez-moi, c'est l'un des contenus de l'islam quand même. La charia n'est pas compatible pour une raison simple, c'est que d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme elle-même
a dit que la charia n'était pas compatible avec nos lois démocratiques. Pardonnez-moi, Marion Maréchal, il y a sans doute parmi nos téléspectateurs ce soir des Français de confession musulmane qui pratiquent leur religion de la façon la plus républicaine qui soit. Est-ce que l'islam est compatible avec la République? Oui, il y a des préceptes islamiques qui ne sont pas compatibles. Est-ce que la religion, est-ce que l'islam est compatible avec la République? Mais je vous apporte une réponse qui est très claire. Il y a des préceptes aujourd'hui qui ne le sont pas, c'est évident, sur l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est difficile à dire. Non, mais parce que je ne veux pas jeter ça comme ça, et du coup, précisément, donner le sentiment que parce qu'on est musulman, on pourrait, de manière irrémédiable, ne pas pouvoir être un citoyen français. Marine Le Pen dit clairement que l'islam est compatible avec la République. Donc je dis les choses très claires, il y a des préceptes qui ne le sont pas, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, sur la possibilité de la liberté de croyance, puisque vous savez que notamment l'apostasie est très durement condamnée. Mais là, vous parlez, Marion Maréchal, d'une vision intégriste et d'une vision islamiste de la religion. Si vous me laissez aller au bout de ma phrase, je vous le dis. Et donc, évidemment, il y a des musulmans dans notre pays qui n'appliquent pas ces préceptes et qui, dans leur pratique, précisément, une immense majorité, font la part des choses, et qui, du coup, de fait, ne contreviennent pas ni à la culture démocratique de notre pays, ni à la culture française, ni à la loi en général. Et c'est heureux, bien évidemment. Mais juste, pardonnez-moi, mais prononcer cette phrase, l'islam est compatible avec la République, vous ne pouvez pas le faire. Je vous dis qu'il y a des préceptes qui ne le sont pas. Oui, en effet. Mais donc tout dépend de la pratique que vous en avez. Par contre, ce dont je suis absolument convaincue, c'est que la charia, n'est pas compatible avec nos lois démocratiques. Une fois de plus, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. D'où le fait, d'ailleurs, et c'est pour ça que je crois qu'il faut être très ferme sur les réponses à apporter, de refuser absolument tout ce qui nous fait avancer peu ou prou vers une société charia compatible. Et notamment les offensifs que nous subissons à l'école publique, on s'en souvient il y a quelques mois avec la baya, mais encore aujourd'hui avec le voile, dans les compétitions sportives, où on voit là encore des initiatives qui sont faites pour pousser à l'autorisation du port du voile dans le sport, alors qu'on sait que le sport, là encore, c'est dit d'ailleurs dans le rapport, est l'un des lieux de vivier de radicalisation dans lequel nous ne saurons pas ce soir si Marion Maréchal considère que l'islam est compatible avec la République. Je ne veux pas, comment je peux vous le dire plus clairement en fait. Je veux dire oui, en l'occurrence, les préceptes de l'islam, pour un certain nombre, ne sont pas compatibles avec ni la culture française, ni les lois de la République. Maintenant, je ne vous le dis pas tel que vous souhaitez que je vous le dise, pour une raison simple, c'est que je ne veux pas donner le sentiment, en effet, aux ceux qui pratiquent cette religion, qu'ils seraient de manière irrémédiable incapables de pouvoir être des citoyens respectueux de la loi. Ce n'est pas ce que je pense. Voilà. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire la part des choses et qu'aujourd'hui, dire que le phénomène de radicalisation est un phénomène ultra minoritaire n'est pas tout à fait juste non plus. Parce qu'il y a aujourd'hui de fait, et tous les sondages le démontrent quand on interroge aujourd'hui les musulmans sur un certain nombre de sujets, une majorité considère par exemple que la laïcité est discriminatoire, une majorité défendait le port de la baya à l'école, près de 40% des jeunes lycéens musulmans ne condamnaient pas totalement l'assassinat de Dominique Bernard par un djihadiste. Donc c'est un phénomène quand même qui n'est pas uniquement ultra-marginal et qui doit nous interpeller au plus haut niveau. Est-ce que vous, puisque c'est dans le programme du Rassemblement national, défendez toujours l'interdiction du port du voile dans l'espace public ? Ah non, moi je n'ai jamais défendu l'interdiction du port du voile dans l'espace public. Déjà parce que je considère qu'il y a, je vais vous répondre après directement et vous expliquer pourquoi, je considère qu'il y a déjà beaucoup de choses sur lesquelles on peut avancer sur l'interdiction du port du voile. Je pense notamment à l'université, je pense notamment aux accompagnatrices lors des sorties scolaires. Je vous rappelle qu'à l'époque, lorsque Gabriel Attal, qui d'un coup propose l'interdiction du voile pour les moins de 15 ans, était à l'époque ministre de l'Éducation nationale, il s'était opposé à cette interdiction du voile pour les accompagnatrices scolaires. Je pense notamment, je vous en ai parlé, au fait évidemment de l'interdire dans les clubs sportifs et dans les compétitions. Maintenant, je vais vous répondre pourquoi pas dans l'espace public. Parce qu'en fait, j'en ai un peu marre que, au prétexte légitime d'ailleurs de vouloir lutter contre aujourd'hui des offensives islamistes, eh bien on se retrouve à rogner mécaniquement sur les libertés individuelles et religieuses des autres religions. Parce que vous savez que dans notre pays, la loi traite également, évidemment, de toutes les religions. Et donc, quand vous prononcez une interdiction, en l'occurrence l'interdiction de signes ostentatoires dans la rue, pour une religion qui est aujourd'hui la seule qui pose problème dans notre pays, pardonnez-moi, parce qu'aujourd'hui la seule religion qui pose un problème pour une partie de sa patrie, c'est l'islam. C'est pas le bouddhisme, c'est pas le catholicisme, c'est pas le judaïsme. Quand vous dites c'est pas la religion, c'est la pratique rigoriste. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, ça veut dire que la seule religion aujourd'hui qui pose problème dans une partie de sa pratique, c'est le terme que j'ai employé, c'est l'islam. Il n'y a pas d'autre religion. Et donc, au prétexte de vouloir précisément lutter contre cette dérive de cette pratique rigoriste de l'islam, on va donc rogner sur les libertés religieuses et individuelles du catholicisme, du judaïsme. Non mais
excusez-moi, je pense ce que je pense, je dis ce que je dis, et voilà. Et donc je considère qu'aujourd'hui, je ne veux pas aller sur cette proposition, ce qui ne m'empêche pas de vouloir évidemment être extrêmement ferme, vous l'aurez noté, sur le refus des accommodements raisonnables en toutes circonstances, qui a quand même été la pratique dominante de nos gouvernants depuis maintenant des décennies. En tout cas, celui qui porte notamment ce combat, à qui on a remis notamment ce rapport, c'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Il est en dynamique dans les sondages, Marion Maréchal, carrément à 16% au premier tour. C'était un sondage IFOP pour le Figaro. Il vous inquiète? Ça vous empêche de dormir, Bruno Retailleau en dynamique ou pas? Oui, pas grand-chose qui m'empêche de dormir. En l'occurrence, écoutez, vous savez, Bruno Retailleau, bon, certains l'appellent le ministre de la parole. Je ne serai pas aussi dur parce que je considère j'espère en tout cas qu'il fait ce qu'il peut là où il est. Et à vrai dire, je préfère que ce soit lui plutôt qu'un ministre de l'Intérieur socialiste. Mais ce qui est vrai néanmoins, c'est qu'on peut s'étonner quand même qu'à l'issue même de la sortie de ce rapport, l'une des premières choses qu'il ait faites soit par exemple de nommer comme secrétaire général adjoint un certain Nicolas d'Aragon, qui est maire de Valence, ouais. Exactement, et qui est vice-président de la région de Monsieur Wauquiez, et qui s'est par le passé quand même compromis justement avec ces courants islamistes des frères musulmans, s'étant rendu même dans une mosquée affiliée aux frères musulmans pour y faire un discours électoral. Voilà, donc c'est vrai que quand je vois cette photo le jour même de son élection et où on voit Jean-François Copé, on voit Gérard Larcher, président du Sénat, mais vous pourriez Michel travailler, Barnier. Marion Maréchal, avec Bruno Retailleau, voilà, je sais pas, faire partie d'un de ses gouvernements Bon, la question ne se pose pas, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est à 16% au premier tour de l'élection présidentielle dans un sondage. Puisque à l'heure où on parle, je vous rappelle quand même que le candidat le mieux placé dans tous les cas de figure, et quel que soit d'ailleurs le candidat du Rassemblement national, c'est le Rassemblement national. Donc la question est plutôt de savoir, est-ce que demain Bruno Retailleau pourrait faire partie d'un gouvernement du camp national? Et je vais vous le dire, dans ces conditions, moi je le souhaiterais. Voilà, je considère. Vous considérez avoir des différences idéologiques avec lui? Peu, de fait, dans ce qu'on entend, dans ce qu'il dit, en tout cas dans ce qu'il affirme et dans ce qu'il défend, peu, même s'il y en a. Je crois que les différentes réponses que j'ai pu vous apporter sur les frères musulmans en sont aussi la démonstration. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup plus de cohérence aujourd'hui à voir un Bruno Retailleau avec le camp national qu'avec le camp macroniste. Et donc, vous considérez être plus proche de Marine Le Pen ou de Bruno Retailleau? Non, je considère aujourd'hui que, évidemment, pour plein de raisons, je suis plus proche du Rassemblement national. Même idéologiquement. Parce qu'à un moment vous entendez tout à l'heure sur les taxis dire que c'était une bonne mesure là où ils disent que non. Sur l'interdiction du port du voile, vous dites qu'il ne faut pas le faire alors qu'eux disent qu'il faut le faire. À un moment donné, il y a aussi la question du bilan. C'est-à-dire que les Républicains, quoi qu'on en dise, et ça dépasse d'ailleurs Bruno Retailleau, c'est quand même, depuis des années, la droite qui a tout abandonné et qui a tout renié. Donc, une fois de plus, moi, je crois à la coalition nationale avec le Rassemblement national en leader, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est là que le changement peut être obtenu. Voilà. Et je ne crois pas qu'en remettant les clés, une fois de plus, à une énième coalition qui comprendrait les Républicains, le centre-gauche et les macronistes, on puisse espérer le grand changement que les Français espèrent depuis maintenant longtemps. Marion Maréchal, avant de parler de la situation au Rassemblement national, je voudrais qu'on dise un mot de ce qui se passe à Gaza. L'aide humanitaire a repris, mais très insuffisamment. Le gouvernement israélien veut reprendre le contrôle de l'enclave. D'ailleurs, une première question générale, comment est-ce que vous qualifiez on entend des mots sur ce qui se passe à Gaza, certains disent épuration ethnique, d'autres utilisent désormais le mot de génocide ou risque plausible de génocide. Comment est-ce que vous qualifiez la situation humanitaire, et je parle bien de la situation humanitaire à Gaza? La situation humanitaire, évidemment, est terrible. Enfin, je pense que tout le monde voit les chiffres, les morts, les images. C'est une guerre. C'est une guerre, évidemment, sanglante, comme toutes les guerres. C'est malheureux, d'ailleurs, parce qu'on se souvient, quand nous avions repris Raqqa au lendemain des attentats du 13 novembre, il y avait eu beaucoup de morts civiles aussi, c'est évident. Donc, c'est le lot terrible de la guerre, d'où le fait, d'ailleurs, de faire tout. Pardonnez-moi, Mme Maréchal, c'est le lot terrible de la guerre, et c'est le lot terrible aussi d'une stratégie du gouvernement qui, pendant plusieurs semaines, a bloqué l'aide humanitaire. Et je vais qui continue les bombardements avec des buts de guerre qui sont de moins en moins précis. C'est pas seulement, au fond, une façon de dire c'est la guerre, c'est-à-dire qu'il y a des victimes de part et d'autre. Non, pas du tout. Mais moi, je crois d'ailleurs que le premier impératif, c'est de faire en sorte que cette guerre puisse un jour se finir. Mais pour se finir, y a-t-il d'autres solutions que le désarmement du Hamas? Parce qu'évidemment, du point de vue israélien, tant qu'une organisation islamiste armée survivra et se servira d'ailleurs des populations en bouclier, parce que c'est le drame des morts civiles, c'est que bien souvent ils servent de bouclier au Hamas qui dissimule ses hommes et ses armes derrière des hôpitaux, derrière des écoles. Donc ils sont évidemment responsables. Donc je crois que évidemment, la solution, c'est d'abord le désarmement du Hamas. Et si vous voulez, j'essaye de... Et donc, il n'y a pour vous, pardonnez-moi, aucune responsabilité du gouvernement de Benjamin Netanyahou dans ce qui se passe. Vous comprenez tous les buts de guerre et la stratégie qui est la sienne. Il y a évidemment des bombardements. Et d'ailleurs, l'histoire nous dira s'il y a pu y avoir des erreurs ou des excès. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le but de guerre... Bloquer l'aide humanitaire, par exemple. Mais alors...
allons au bout de ce raisonnement, c'est très intéressant. Quel est l'intérêt d'Israël de bloquer l'aide humanitaire, au risque d'ailleurs, et c'est le cas, de voir l'ensemble de l'opinion internationale se dresser contre elle, au risque de voir des sanctions potentiellement prises contre elle, comme d'ailleurs suggéré le président français. Si cette décision a été prise alors que l'aide humanitaire entrait jusqu'en décembre, et qu'elle entre d'ailleurs fort heureusement depuis quelques jours, c'est bien qu'il y avait une raison. C'est que manifestement, il y a un détournement de cette aide humanitaire par l'organisation du Hamas à son profit et pour faire pression sur les populations, et que donc du point de vue israélien, évidemment, il n'est pas admissible que cette aide internationale aille au bénéfice de l'ennemi qui veut sa mort, voilà, et qui sont des terroristes. Et donc en réponse à ce détournement qui, effectivement, est parfois caractérisé, on coupe toute aide. Souvent caractérisé. On coupe toute aide. Mais non, mais si vous voulez, moi, du point de vue français, quelle aurait dû être la réponse du président français plutôt que de vouloir sanctionner Israël qui tente de se défendre? Eh bien, la bonne réponse, selon moi, aurait été précisément de chercher à savoir comment l'aide internationale pouvait faire, enfin comment dire, la coalition internationale pouvait faire pression pour s'assurer que ces vivres aillent définitivement aux populations civiles et donc lever finalement les raisons qui poussaient à ce blocus. Est-ce que vous êtes un maréchal dans J'ai l'impression qu'on est simplement parfois enfermé dans un narratif qui est un peu binaire, voilà, qui est un peu celui de Libération, qui consisterait à dire que finalement, oui, parce parler que de la situation humanitaire à Gaza, c'est être dans le narratif de Libération. C'est pas cela, mais c'est que quand on entend toute la journée génocide, je veux dire, est-ce que véritablement aujourd'hui Israël veut éliminer? Je vous ai posé la question. Je ne dis pas que c'est vous, Benjamin Duhamel. Ouais. Je dis juste que je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu outrancier, même carrément outrancier, à expliquer qu'aujourd'hui, l'État israélien voudrait éliminer les 2 millions de Gazaouis. Je veux dire, si c'était cela, nous aurions dramatiquement beaucoup plus de morts civiles. Est-ce que vous êtes dans un soutien inconditionnel à la stratégie du gouvernement israélien? Non, déjà, vous savez, moi, je ne suis jamais dans un soutien inconditionnel à quelconque gouvernement étranger que ce soit, parce que je suis une Française et qu'à partir de là, je garde évidemment un esprit critique sur ce qui peut être fait ou non, d'ailleurs, par ces gouvernements. D'ailleurs, les intérêts français ne convergent pas toujours avec les intérêts des pays étrangers, donc pas du tout. J'essaye simplement sur cette situation de sortir un peu, une fois de plus, du narratif dominant pour essayer de comprendre ce qui est en jeu, et en l'occurrence, une nation qui tente de survivre face à une organisation islamiste, qui est un drame aussi, disons-le, pour les populations palestiniennes, parce que les premières victimes de l'existence du Hamas et de la survivance du Hamas, c'est évidemment les populations palestiniennes. Donc si je comprends bien, vous ne soutenez pas la position française de volonté de réexaminer l'accord entre l'Union européenne et Israël? Non, je ne crois pas que ce soit la bonne manière de faire. Je pense que la bonne manière de faire, c'est déjà de s'assurer que toute cette aide, une fois de plus internationale, aille bien aux populations civiles, et nous aurions des moyens de le faire si nous le souhaitions vraiment, de s'assurer que tous les financements aujourd'hui de soutien qui vont aux populations, qui sont censés aller aux populations, ne sont pas une fois de plus détournés par le Hamas pour construire ces fameux tunnels comme certains scandales l'ont révélé par le passé, parce qu'en fait, en renforçant même involontairement cette organisation, nous renforçons une menace qui est non seulement une menace pour Israël, mais disons-le aussi, une menace pour l'ensemble de l'Europe et de la France, parce que le Hamas, une fois de plus, ce sont les frères musulmans, et que, je le rappelle, au lendemain des attaques du 7 octobre, un des grands chefs du Hamas depuis le Qatar a appelé un jour de colère contre les mécréants, et cela a abouti à ce qu'un djihadiste en France assassine un professeur innocent, en l'occurrence Dominique Bernard. Donc c'est aussi une menace pour nous, et à ce titre, nous devrions être très vigilants. Pour terminer, Marion Maréchal, quelques questions sur ce qui est en train de se jouer au Rassemblement national. D'abord, à gauche, certains parlent d'une primaire, c'est visiblement un terme qui est à la mode, François Ruffin, par exemple, dit qu'il faut une primaire qui soit de Philippe Poutou à François Hollande. À droite, ce n'est pas forcément une primaire, ce serait plutôt une désignation interne du candidat pour 2027. Est-ce qu'au Rassemblement national, ou dans cet écosystème, il y aura une primaire pour savoir qui est candidat si Marine Le Pen ne peut pas l'être, entre eux, par exemple, Jordan Bardella, Éric Ciotti et vous? Non, je ne crois pas du tout que ce soit à l'ordre du jour. Et il n'y a pas de raison d'ailleurs que ce soit à l'ordre du jour, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui le Rassemblement national est le parti leader et dominant de la coalition. Et donc à ce titre, Marine Le Pen est aujourd'hui candidate et nous serons à ses côtés jusqu'au bout pour faire en sorte qu'elle puisse l'être, en espérant évidemment que la justice revienne à la raison à l'été 2026. Et si ce n'était pas le cas, par malheur et de manière scandaleuse, eh bien Jordan Bardella serait le candidat le plus naturel. Et votre candidat aussi? Oui, bien sûr, évidemment, toujours dans le cadre de cette coalition que nous défendons, pour faire en sorte que, vous l'avez dit, d'ailleurs, le parti qui est le mien, Identité Liberté, avec le courant propre qui est le sien, existe au sein de cette coalition, et des élus, et puisse évidemment faire valoir sa singularité. Comment est-ce que vous expliquez que dans les sondages, Jordan Bardella soit au même niveau que Marine Le Pen? Au fond, le message qu'envoient de ce fait ceux qui votent pour le Rassemblement national, c'est de dire, nous, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, on vote pour les deux. Donc, au fond, si c'est cela,
Vous disiez malheureusement si Marine Le Pen ne pouvait pas se présenter, mais en fait dans les sondages c'est la même chose. Oui, malheureusement, parce que quoi qu'on en dise, aujourd'hui Marine Le Pen est une femme qui est aimée des Français, qui a une longue... Aussi, oui, bien sûr, mais qui a aussi une longue expérience, qui est voilà, une femme qui a subi de nombreuses épreuves, de nombreuses batailles. Et je pense que dans l'épreuve du feu de la présidentielle, les Français lui feront confiance. D'ailleurs, ils feront peut-être confiance à Jordan Bardella, mais en tout cas, ce qui est sûr... Pour bien comprendre, c'est une meilleure candidate que lui. Mais je pense que c'est la candidate la plus légitime. Oui. Voilà, c'est la candidate la plus légitime pour plein de raisons qui tiennent aussi à son parcours et qu'à ce titre, son empêchement est un véritable scandale. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est la ligne de Jordan Bardella et de moi-même. Nous sommes derrière elle et nous nous interdisons d'ouvrir ce champ d'ailleurs de la succession que veulent parfois il ouvrir. A été ouvert de fait, comme Jordan Bardella a dit. Les médias. Pardonnez-moi, c'est pas les médias. Non, mais pour une raison simple. C'est Jordan Bardella qui a dit lui-même si Marine Le Pen ne peut pas être candidate, je serai sa candidate. Jordan Bardella a dit clairement, nous soutenons Marine Le Pen qui, à l'heure où nous parlons, est toujours candidate. Et donc nous nous inscrivons dans cette idée parce que si nous ouvrons d'ailleurs ce sujet de la succession, mécaniquement, ça laisserait entendre que nous tournons la page et que finalement, c'était pas si grave. Alors ce qui s'est passé est un véritable scandale démocratique, au moins aussi grave, selon moi, que ce qui a pu advenir, par exemple, en 2005, lorsque les Français se sont exprimés contre la Constitution de l'Union européenne et qu'on leur a imposé par voie parlementaire. Voilà. Et donc, il n'est pas question de ne pas mener la bataille jusqu'au bout. Et on ne va pas refaire ici le débat autour de l'exécution provisoire. Simplement, vous vous appelez Marion Maréchal, vous avez enlevé le Pen, mais vous êtes de cette famille Le Pen, certains diraient dynastie, l'héritage en politique. Il n'y aurait pas une logique à ce que ce soit vous, si Marine Le Pen était empêchée, qu'une Le Pen porte l'étendard du Rassemblement national, parti fondé par votre grand-père. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de primat familial dans ce cas-là ? Vous êtes peut-être monarchiste finalement, Benjamin Duhamel, on ne sait pas. Mais tout à fait, non. Écoutez, je vois bien où vous voulez m'emmener. Voilà, évidemment, je sais que les médias se régaleraient d'une guerre de succession, mais vous ne m'entraînerez pas là-dedans. Pour une raison simple, et je vous l'ai dit très naturellement, Jordan Bardella, si par malheur Marine Le Pen n'était pas confortée, on s'imposerait comme le candidat le plus évident, voilà, tout simplement parce qu'il est le président du parti qui aujourd'hui domine dans la coalition, donc c'est dans l'ordre des choses. Et donc, ce point de vue-là, mon rôle à moi sera de faire en sorte de convaincre un maximum de Français de faire confiance à cette coalition. Et peut-être d'ailleurs, notamment ceux qui aujourd'hui seraient tentés par Bruno Retailleau en se disant, voilà, moi j'aspire à une ligne identitaire, libérale, conservatrice, ça tombe bien, parce que c'est ce que nous portons avec Identité Liberté au sein de cette coalition nationale. Est-ce qu'à 31 ans, on a les qualités, l'expérience suffisante pour être président de la République ? Alors, je vais vous dire. Moi, je veux bien parler pendant 45 minutes de la manière dont vous allez essayer de me mettre en difficulté par rapport à Jordan Bardella ou de tirer de moi je crois que c'est des questions qui sont assez une phrase simples, désagréable, mais vous n'y arriverez pas. Pour une raison simple, c'est que, vous savez, je crois que Jordan Bardella, comme moi-même, d'ailleurs comme Émeric Ciotti, sommes animés chaque jour par la même chose, c'est-à-dire la volonté quand même de servir et de faire en sorte que nos idées arrivent au pouvoir. Non, parce que je vais pas passer 15 minutes à essayer de me faire tirer la petite phrase désagréable qui pourrait faire la une des journaux, parce que en plus vous n'y arriverez pas, donc on va perdre beaucoup de temps. Par contre, si vous voulez, je peux vous parler de l'initiative que j'ai prise hier, notamment de soulever l'article 40 vis-à-vis d'un humoriste qui s'est amusé à tenir des propos anti-blancs. Vous voulez parler de Mustapha El Atrassi, c'est ça ? Exactement, acclamé par son public. Je me doutais que vous alliez en parler. Oui, parce que je voulais vous en parler parce que je dois dire que je suis assez sidérée quand même de voir que dans notre pays, en France, tous les jours, on a un acteur, un humoriste ou une racaille sur les réseaux sociaux qui peut nous insulter de sale français, de sale gouère, de fin de race, espérer notre disparition comme si nous étions la Ligue de l'Humanité. Là, vous parlez des propos qui ont été tenus par Mathieu Kassovitz, qui ne dit pas exactement ça. Mais excusez-moi. Restons sur Mustapha El Atrassi. Du racisme anti-français et du racisme anti-blanc. Le procureur au titre de l'article 40. Oui, exactement. Parce qu'il a dit dans un sketch... Pour incitation à la haine. Pour une raison simple, alors ça se voulait de l'humour en expliquant qu'il fallait que dans son humour communautaire que les Marocains et les Algériens arrêtent de se taper dessus parce que tout le temps qui se passait à se taper dessus, c'était du temps qui passait pas à taper sur les Blancs. Et quand il se trouve que un homme blanc dans la salle, outré par ses propos, a quitté la salle, et bien il a dit finalement c'est pas si mal, on n'est pas mieux comme ça dans la salle entre Blancs. C'est intéressant, Marion Maréchal, que vous utilisiez, qu'au fond vous... preniez ce sketch de Mustapha El Atrassi, et quoi qu'on en pense, qu'on trouve ça drôle ou au contraire absolument pas drôle, parce que je me suis souvenu, attendez-moi, je me suis souvenu d'une chanson d'une jeune femme qui s'appelle Mila. Excusez-moi. Attendez une seconde, Mila qui était... Non, mais attendez, juste et vous répondrez dans un instant. Jeune femme qui a été cyberharcelée pour ses propos, pour avoir critiqué l'islam, elle chantait il y a quelques mois une chanson qu'elle avait publiée sur les réseaux sociaux qui a fait florès, qui s'appelle « Je partirai pas » avec les paroles suivantes.
Tu partiras avec ta Fatma. Pour toi, fini le RSA. Le bateau n'attend pas. Crois-moi, tu partiras. Quand va passer Bardella, tu vas retourner chez toi. Tu mettras ta djellaba. Tu pourras prier toute la journée. Tu commences à nous gonfler. Je vous ai pas entendu, Marion Maréchal, au sujet de cette chanson de Mila, considérer qu'il fallait faire un article 40 procureur de la République. Est-ce que ça vous aura échappé que je ne suis pas chanteuse et que je ne suis pas Mila en l'occurrence? Moi, non, mais là, vous êtes responsable politique et vous prenez vous voulez saisir la justice sur ce sketch de Moustapha El Atrassi. Partagé cette. Vous me dites ça comme si j'étais co-responsable de cette chanson. Ce que je suis en train de vous dire, Monsieur Duhamel. Si on considère qu'il y a des choses qui sont racistes, s'il vous plaît, on saisit le procureur article 40, pas seulement pour ce sketch-là. Finir une phrase. Vous savez, la différence avec le racisme anti-blanc et les autres racismes, précisément, c'est qu'il n'y a pas d'égalité dans notre pays. Voilà. Il y a aujourd'hui un racisme dans notre pays. Oui, il y a aujourd'hui un racisme dans notre pays qui est toléré, qui est nié, qui est occulté et qui aboutit pas seulement d'ailleurs à des paroles de haine, qui aboutit à ce qu'il y ait des jeunes Français tués dans des fêtes populaires au cri de sale blanc. Et mais quand aucun racisme n'est tolérable. Est-ce qu'elle est raciste cette chanson? Non, mais quand il y a un racisme en l'occurrence, je suis persuadée que Mila a été poursuivie par la justice, j'en suis absolument convaincue. Mais est-ce qu'elle est raciste cette chanson? Oui, elle est douteuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais elle est raciste ou pas? On est d'accord qu'elle est douteuse. J'ai pas de problème avec ça. Ce que je suis en train de vous dire, monsieur. Elle est raciste cette chanson? Oui, de fait. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est pas ça. Donc vous allez faire une saisine article 40 procureur de la République. C'est insupportable, je peux pas finir une phrase. Je vous assure, je peux pas finir une phrase. Laissez-moi finir une phrase. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a dans notre pays un deux poids deux mesures. Que si cet humoriste, Moustapha El Atrassi, avait tenu des propos inverse. C'est-à-dire que s'il avait visé non pas les Blancs, mais des personnes d'origine maghrébine ou des personnes d'origine subsaharienne, cela aurait suscité un tollé, une indignation générale, une polémique médiatique, une réaction de la justice. Et donc je vous le dis, quand la seule fois où on parle du racisme anti-blanc dans notre pays, au moment dramatique de l'affaire Crépol, on a deux journalistes qui passent 2 ans à écrire un livre pour expliquer que ça n'existe pas. Et donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que... Si, c'est ce qui a été dit globalement, en minimisant, limite en expliquant que c'était peut-être Thomas qui était responsable de son meurtre. Donc tout ce que je demande, une fois de plus, c'est que sur ce sujet, il y ait une égalité et qu'on arrête que les Français de souche comme nous soient insultés toute la journée dans leur propre pays. Et Marion Maréchal, merci, vous avez pu dire ce que vous aviez à dire. Un tout petit commentaire sur... Et encore une fois, l'idée, c'est pas de considérer que ce qu'a dit Moustapha El Atrassi était drôle. Quand Michel... Non, mais attendez. Excusez-moi, vous dites qu'il y a seulement un racisme qui est... C'est facile l'humour quand même. Quand Michel Leb faisait un sketch, pardonnez-moi, sur les personnes noires, là encore, je ne crois pas avoir entendu des protestations absolument considérables il y a plusieurs dizaines d'années. Monsieur Duhamel, là encore, vous avez pu dire... L'ensemble de la société s'indigne et bien légitimement des racismes, sauf de celui-ci. Voilà. Moi, je demande juste l'égalité et la justice. Merci Marion Maréchal d'être venue nous voir ce soir dans Tout le monde veut savoir.